Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour 16 minutes d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Milan Cortina choisi par le Comité international olympique pour organiser les Jeux d'hiver en 2026. Après 1956 et 2006, c'est la troisième fois que l'Italie organisera des Jeux olympiques d'hiver. Dans l'actualité également, la victoire écrasante de l'opposition à la mairie d'Istanbul face au candidat du président Erdogan. À 49 ans, Ekrem İmamoğlu prend la tête de la ville la plus riche et la plus peuplée du pays. Et puis ce coup de chaud sur la France et une partie de l'Europe, la canicule s'installe cette semaine. Les températures vont dépasser les 40 degrés à plusieurs endroits. Une performance enfin, celle de deux funambules à New York. Ils sont frères et sœurs et ont traversé Times Square sur un fil tendu entre deux gratte-ciel au 25e étage. Il a 49 ans, est passionné de football et son slogan « Tout ira bien » lui a réussi puisqu'il vient d'être élu maire d'Istanbul. Cet homme, c'est Ekrem İmamoğlu, le candidat du Parti républicain du peuple. Avec sa victoire, il inflige un sérieux camouflet au président turc et à l'AKP. Laurence Alexandrovitch. Au petit matin en Turquie, les journaux affichent le sacre de l'opposition à la mairie d'Istanbul. Hier, Ekrem İmamoğlu a réédité sa victoire d'il y a 3 mois contre le candidat du pouvoir, un poids lourd de l'AKP, un ex-premier ministre. Le précédent scrutin de mars avait été invalidé à la suite d'un recours de l'AKP. Un mauvais calcul du président Erdogan qui a fait de Ekrem İmamoğlu une victime soutenue à 54% par les Stambouliotes. Nous attendions ce résultat depuis des années. En tout cas, moi, j'espère que ce sera tellement positif pour les prochaines années, pour notre génération et celle de nos enfants. L'indignation, c'était le sentiment principal dans la population à cause de l'injustice que ça a provoqué, pas seulement pour İmamoğlu, mais pour tous les gens qui sont allés voter. Les partisans de l'AKP font grise mine, mais restent confiants, comme cet homme. C'est évidemment une réaction, mais en grande partie attribuée, je dirais, aux difficultés économiques que nous traversons. Actuellement, il n'y a pas une seule, même du côté de l'opposition, pas une seule étude qui prouve que la popularité de Erdogan est en baisse. Le parti au pouvoir reste le plus populaire au niveau national, mais il souffre en effet d'une économie assombrie par une inflation à 20%, d'un affaissement de la livre turque et d'un chômage élevé. La nuit dernière, les Stambouliotes ont fait la fête longtemps, unis derrière un inconnu qui en quelques mois est devenu désormais une figure de premier plan. Qui remporte Istanbul remporte la Turquie, disait fièrement l'ancien maire d'Istanbul, devenu l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. De bon augure pour le nouveau patron de la ville, Ekrem İmamoğlu, pratiquement inconnu il y a quelques mois à peine, et dorénavant aujourd'hui considéré comme le seul homme politique capable de ressusciter l'opposition laïque en Turquie. Originaire de la province de Trabzon, sur la côte de la mer Noire, l'homme de 49 ans a étudié l'administration des affaires à l'université d'Istanbul et a travaillé dans l'entreprise familiale avant de se lancer en politique. Maire de district discret, il apparaît au grand jour en remportant le 31 mars les élections municipales de la capitale économique du pays, mettant fin à 16 ans de domination absolue de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir, qui l'accuse de fraude. Mais Ekrem İmamoğlu est un rassembleur posé et déterminé. Il lance sa deuxième campagne après l'annulation du scrutin avec le slogan « Tout ira bien ». Rassembleur, İmamoğlu l'est, avec toutes les tendances politiques et religieuses. Sa femme n'est pas voilée, mais le prochain maire d'Istanbul suscite de nombreuses sympathies dans certains secteurs islamistes, lui qui vient d'une famille conservatrice et fréquente la mosquée. Il bénéficie également du soutien des forces nationalistes et pro-kurdes. Son message intégrateur qui dit « Si ton voisin ne pense pas comme toi, ne te fâche pas, embrasse-le », s'est heurté de plein fouet à la stratégie de polarisation sociale de l'AKP et a montré qu'une autre Turquie était possible. Certains le voient déjà affrontant Recep Tayyip Erdogan lors des élections présidentielles de 2023. En Mauritanie, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle et dénonce un coup d'État.
Des incidents ont éclaté à Nouakchott, la capitale. Anis Fantino. Les résultats de la présidentielle sèment la discorde en Mauritanie. Ses partisans ont exprimé leur joie dans les rues de Nouakchott. Le candidat du pouvoir en place, Mohamed Cher El Rasouani, l'aurait emporté dès le premier tour avec 52% des suffrages, a annoncé la commission électorale ce dimanche. Mais des incidents ont éclaté dans la capitale et au nord-ouest du pays après la contestation de ce score par l'opposition qui n'hésite pas à parler d'un coup d'État. Nous lançons un appel au peuple mauritanien, un appel à résister dans les limites de la loi, à résister à ce énième coup d'État contre la volonté du peuple. Ce scrutin devait être un premier passage de témoin entre deux chefs de l'État élus de manière démocratique en Mauritanie. Mohamed Cher El Rasouani a été adoubé par le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir à l'issue d'un putsch en 2008 et maintenu en place grâce à des élections l'année suivante. L'opposition a encore appelé à manifester ce lundi. Je vous le disais en titre, l'Italie accueillera donc pour la 3e fois les Jeux Olympiques d'hiver. Après ceux de 1956 et de 2006, ce sera au tour de Milan Cortina d'Ampezzo de les organiser en 2026. Raphaël Tavernier. Ultime réunion à huis clos ce lundi à Lausanne des membres du CIO. Ils ont à nouveau planché pour désigner la ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver 2026. Chaque candidature a une dernière fois été passée en revue. Bilan des courses. The host is Milano Cortina. C'est donc Milan qui l'emporte. La candidature italienne faisait figure de favorite, défendue à Lausanne par le chef du gouvernement Giuseppe Conte. Elle l'a emportée par 47 voix contre 34 à Stockholm. S'ils étaient nombreux sur la ligne de départ, plusieurs prétendants avaient renoncé, pour la plupart par peur des coups et par manque de soutien populaire. Calgary et Grasse en Autriche notamment. Concrètement, lors de ces JO d'hiver 2026 qui se dérouleront du 6 au 22 février, après une cérémonie d'ouverture à Milan, des épreuves de ski alpin se dérouleront à Bormio pour les hommes et Cortina d'Ampezzo pour les femmes, des sites emblématiques familiers des grandes compétitions internationales. Si l'Italie est choisie, nous nous mettrons au travail dès ce soir pour que nos Jeux laissent une marque dans l'histoire. C'est ce qu'avait promis le chef du gouvernement italien qui n'a donc plus d'autre choix que de tenir parole. En attendant, c'est à Pékin qu'on s'active. Pékin où se dérouleront les prochains Jeux Olympiques d'hiver en 2022. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, une partie de l'Europe, dont la France, est touchée en ce moment par une canicule très précoce. Une vague de forte chaleur venue du Sahara. 53 départements français sont placés en vigilance canicule. Les explications de Joanne Massard. À Budapest, le record de chaleur de 1987 a été battu ces derniers jours avec 35,8 degrés enregistrés dans la capitale hongroise. Une vague de chaleur qui a également investi la France dès ce lundi. Le pays se prépare à des températures records pour ce mois de juin. Au plus fort de l'épisode, le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés la journée et ne descendra pas en dessous des 25 degrés la nuit. On va atteindre des niveaux de température pendant environ 6 jours, peut-être même 7 jours, qui n'ont jamais été observés pour un mois de juin. Donc on attend des températures très élevées avec des journées qui pourraient être pour certaines, pour les plus chaudes, comparables à celles des journées les plus chaudes d'août 2003, la canicule qui est la canicule la plus forte que la France ait connue depuis au moins l'après-guerre. À Paris, le plan canicule a été activé. Les habitants viennent chercher un peu de frais près des fontaines et bassins de la capitale. Nous sommes tous moyennement contents de cette grosse chaleur parce que dans les appartements parisiens, il n'y a pas forcément de climatisation. Donc on s'équipe de ventilateurs, on laisse les volets fermés, on essaye d'être dehors et de trouver des points d'eau comme ici. Là, le cadre est plutôt magnifique. Oui, on vient de voir la Tour Eiffel et maintenant on va aller voir l'Arc de Triomphe. Mais on devra peut-être s'arrêter entre-temps parce qu'il fait trop chaud. Moi je vis en Zambie. Maintenant je peux vous dire qu'il fait plus frais en Zambie qu'en France. Durant ces fortes chaleurs, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables et doivent faire l'objet d'une attention particulière. Est-ce que vous avez de l'eau? Vous voulez un verre d'eau? Un verre d'eau, j'ai... Vous avez vos petites bouteilles, d'accord. Le personnel m'a recommandé de boire beaucoup en cette temps de canicule, donc... C'est parfait. Voilà. Cette vague de chaleur touche également l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Selon les prévisions, elle devrait durer toute la semaine en Europe.
Direction désormais l'Allemagne. Le pays est confronté à une montée en puissance des groupuscules ultranationalistes. Un rapport qui recense les militants considérés comme violents sera bientôt publié. Maxime Bios-Duplan. L'Allemagne face au terrorisme d'extrême droite. Le meurtre il y a 3 semaines de Walter Lübcke, un élu local favorable à l'accueil des réfugiés, a fait prendre conscience au pays du danger concret des idéologies néo-nazies. Depuis le pic de la crise migratoire en 2015, l'Allemagne fait en effet face à une montée en puissance des groupuscules et des discours ultranationalistes. Angela Merkel demande aujourd'hui aux Allemands de regarder à tous les niveaux où peuvent se trouver les tendances d'extrême droite qui représentent un immense défi, dit-elle. Ce jeudi sort en Allemagne un rapport officiel qui recense 12 700 extrémistes de droite considérés comme violents. Plusieurs centaines recherchés par la police et susceptibles de passer à l'acte sont entrés dans la clandestinité. Henriette Recker, déjà victime de coups de couteau en 2015, a fait l'objet de nouvelles menaces de mort la semaine dernière. Et en France, des tags racistes et antisémites ont été signalés sur une mairie en Alsace il y a 2 jours. Un mot d'économie avec la fin d'une aventure de plus de 20 ans pour le géant français de la distribution Carrefour en Chine. Il va céder le contrôle de ses activités au groupe local Suning. Joanne Massard. Carrefour quitte la Chine. Le géant de la distribution français en pleine restructuration en France et à l'étranger a annoncé dimanche qu'il allait céder 80% de ses parts de sa filiale chinoise au groupe local Suning.com pour un montant de 620 millions d'euros. Suning est l'un des leaders chinois de la distribution, spécialisé dans l'électroménager et compte plus de 9000 magasins dans le pays. Présent en Chine depuis 1995, Carrefour a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, en repli de presque 10% sur un an. Le distributeur garde toutefois 2 sièges sur 7 au conseil de surveillance de Carrefour Chine, mais l'accord conclu avec Suning ouvre la porte à la vente des 20% restants dans les 4 prochaines années. Direction l'Égypte, le pays organise en ce moment la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous nous sommes intéressés au cas d'un jeune joueur de football de 23 ans, exclu de la pratique de ce sport à cause de sa religion. Guillaume Petit. Mina Bindari avait un rêve, devenir footballeur professionnel. Ce qui a empêché ce jeune Égyptien de 23 ans d'atteindre son but, sa religion chrétienne. En Égypte, les Coptes sont quasi exclus du football. Une porte fermée, Mina est passée par la fenêtre et a fondé son propre centre de formation pour les Coptes égyptiens. Un carton rouge adressé à son pays qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons un problème. Quand les chrétiens d'Égypte essaient de rejoindre des clubs, ils sont tous exclus. Je devais jouer dans des tournois organisés par l'église, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme tous ceux que je vois à la télévision ou comme mes amis de l'école qui jouent pour tel club? Je me rends compte que ce n'est pas ma faute et qu'il y a un problème en Égypte depuis plus de 50 ans. Comme Mina Bindari, les Coptes d'Égypte, soit 10% de la population, sont laissés sur le banc de touche. Certains disent avoir été exclus une fois leur nom révélé aux instances dirigeantes. Pourtant, la Fédération égyptienne de football nie toute discrimination à la sélection des joueurs. Nous ne demanderons pas aux joueurs s'ils sont musulmans ou chrétiens ou de quelle religion ils sont. Ce genre de choses n'existe pas. Nous avons tout le temps des joueurs coptes qui excellent et jouent pour l'équipe nationale. Et nous les encourageons. Pourtant les faits sont là. Si Hani Ramzi, adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, est effectivement copte, il est le seul. Un autre copte, Achraf Youssef, a joué par le passé pour l'Égypte dans une poignée de matchs dans les années 90. Ils sont aujourd'hui 300 dans l'académie de Mina, à espérer allonger un jour la liste. On termine ce journal avec la performance de 2 funambules au-dessus de Times Square à New York, aux États-Unis. Je vous laisse découvrir ces images vertigineuses, commentées par Maxime Bios-Duplan. Et une performance réussie de plus pour les funambules frères et sœurs Walanda. À la hauteur d'un immeuble de 25 étages, ils ont traversé Times Square à New York ce dimanche soir, suspendus par un câble de 2 cm de large. Avec un moment critique, quand Nick a dû croiser et enjamber sa sœur Lijana afin que tous deux puissent poursuivre leur progression.
Lijana en particulier a dû surmonter son stress. Tombée de 10 mètres de haut lors d'un entraînement en 2017, elle avait été gravement blessée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À bientôt.